Voilà, ça y est, oyez, oyez. Allez, Madame Bleu qui est en train de... on a essayé là quand même de mettre mon oreillette. Bien, bonsoir à vous, oyez, oyez, on est content de vous savoir à nos côtés. Bienvenue dans le Grand Talk, justement, je suis à côté de Madame Bleu. J'ai essayé. Beaucoup de talent. Tu m'as pris des coups. Sauf dans la mise d'oreillette. Bonsoir Alain, comment allez-vous? Bonsoir Brice, ça va? Merci. Bonsoir Olivier. Bonsoir Brice. Bonsoir Daouda. Bonsoir Brice, comment tu vas? Ça va très très bien, je vais comme un jour de journée mondiale de liberté de la presse au lycée aujourd'hui. C'est la 30e journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée ce mercredi 3 mai 2023. Les amis, justement, on va tout de suite en parler. Journée mondiale de la presse, selon vous, cette journée évoque la question de la liberté de la presse, mythe ou réalité selon vous? Daouda? Bon, déjà, moi, je pense que je vais m'appuyer sur ce que l'éminent journaliste et directeur de l'école de l'ISCC a dit. Il a dit qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on peut dire que la liberté de la presse en Côte d'Ivoire est une réalité. Et quand on voit les efforts d'abord qui ont été fournis par le gouvernement en subventionnant la presse, comment on appelle ça, en construisant des choses. Et du coup, aujourd'hui, quand tu regardes depuis des années, il n'y a aucun journaliste qui a été mis en prison ou qui a été tué durant cette période. Donc, si je m'appuie sur ce qu'il a dit, la liberté de la presse est une réalité en Côte d'Ivoire. Et c'était un prélude à la journée mondiale de la liberté de la presse qui se tenait aujourd'hui. Et cette conférence a eu lieu à la Maison de la Presse au Plateau. Très bien. Voilà. Élisée? Ben, pour répondre à ta question, hein, moi je dirais de mon point de vue personnel, la liberté de la presse pour moi c'est quelque chose qui C'est est quand même effectif. consacré en Côte d'Ivoire depuis des années. Ce n'est pas juste maintenant. On a quand même quelques avancées. Quand bien même c'est vrai que la liberté n'est forcément pas définitive, elle est toujours... C'est une quête perpétuelle, mais sur cet aspect quand même, je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits. Depuis 2004, pour rappel, le délit de presse a été, tu vois, dépénalisé, le délit de presse. C'est même surprenant quand on a des pays, par exemple, qui sont cités en exemple en termes de démocratie, comme le Sénégal, qui aujourd'hui continue encore, le délit de presse est pénalisé. Hein. Il y a même des journalistes qui sont en prison actuellement, avec tout ce que vous savez qui se passe là-bas. Je peux dire que quand même, sous nos cieux, il y a quelques efforts qui ont été faits. Mais selon le dernier rapport de RSF qui a été publié justement à l'occasion de la célébration de cette journée-là, on note toutefois un recul quand même au niveau de la Côte d'Ivoire qui, de la 37e place qu'elle occupait en 2022, aujourd'hui se retrouve à la 54e place. Pourquoi? Donc 17 places. Pour quelle raison? Ben, les raisons n'ont pas été évoquées de façon, je dirais, précise. Mais je Ça crois... m'a l'air contradictoire avec ce que vous dites. Vous dites oui, tout se passe bien, il y a des acquis, les choses vont bien, on n'a pas de journalistes. Et puis, on perd de la place. Oui, mais si entre-temps, certains ont fait plus de progrès que vous, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand on arrive à la 37e place, on était dans les profondeurs, 80, je crois, 80e place, on est arrivé. On était à la 61. Voilà, pour arriver à la 37e place. Chaque jour, chaque année qui 2021. passe, des pays, c'est des défis pour chaque pays. Donc, si des pays ont progressé, ont réalisé plus de réformes ou ont eu beaucoup plus d'acquis que les vôtres, bien évidemment, passeront avant vous. Mais cela dit, ça ne veut pas dire pour autant que vous aviez baissé fortement dans ce que vous aviez Et fait. parmi les pays africains, la Côte d'Ivoire fait partie du top 10 des pays africains en matière de liberté d'expression. Notamment, on peut citer la Namibie qui occupe la première place en Afrique, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert, le Seychelles, la Gambie, la Côte d'Ivoire qui vient en 6e position, le Burkina, le Niger, Ghana et l'île Maurice. Bon, moi, avec les tops, chacun choisit le top qui l'intéresse. Top 100, top 20, top 10, top 3. Mais dans le top 10 en Afrique, la Côte d'Ivoire, elle est dedans. Bon, on aurait souhaité C'est un fait. Pourquoi pas le top 5? En tout cas, au-delà le top 3. des chiffres et des statistiques, on le voit de façon, on va dire, je mets qualitatif en griffe, mais on le voit à travers les unes de journaux, on le voit également à travers les prises de position, donc les sujets d'opinion qui sont traités par les journalistes eux-mêmes, qui sont de plus en plus présents sur la toile, sur les réseaux sociaux, qui n'hésitent pas à y aller de leur analyse, des fois très tranchante, sur tout ce qui se passe et tout ce qu'ils observent de la situation sociopolitique de leur pays. Et en tout cas, pour l'instant, on n'a pas encore eu vraiment de grandes affaires qui concernent l'emprisonnement de journalistes sur le fait de leurs opinions. Très bien. Alors, je termine par vous avec une question. Merci, oui. Bon, allez-y, donnez-moi votre point de vue, après j'ai la question pour vous. Écoutez, la presse est le 4e pouvoir aux côtés de l'exécutif, du législatif et du judiciaire.
C'est concret, tout ça. Maintenant, est-ce que la presse est libre de travailler? Il y a plusieurs façons de donner la liberté à des médias. Je pense que le principal obstacle en Côte d'Ivoire et dans un bon nombre de démocraties constituées ou en maturation, c'est l'accès à l'information. Quand vous empêchez les journalistes de faire leur travail, c'est une entrave à la liberté de travailler, à la liberté de la presse. Je pense que c'est un problème important parce que ceux qui sont détenteurs de l'information préfèrent la partager très souvent avec des médias étrangers et ce qui condamne la presse locale à faire du recyclage. Du relais. Voilà. Or, ce n'est pas la vocation de nos médias locaux de relayer ce qui a déjà été publié ailleurs. Donc, il y a ce rapport important. Maintenant, on me dit le gouvernement finance la presse. Moi, je pense que il faudrait que la presse, à un moment donné, en tout cas, quand les choses iront mieux, qu'elle soit autonome afin que les journalistes puissent investiguer. On a eu l'année dernière des affaires concernant des patrons d'entreprises qui ont été renvoyés. Quel média a mené une enquête pour savoir exactement pourquoi ils ont été renvoyés et comment se fait-il que s'il y a faute, il n'y a pas eu de poursuite judiciaire. Donc, il y a quand même des interpellations fortes qui montrent que cette liberté de la presse reste relativement encadrée, d'autant que la quasi-totalité de nos médias sont affiliés à des partis politiques, partis du gouvernement ou partis dans l'opposition. Quand vous dites la quasi-totalité de nos médias... Oui, je suis gentil, je ne pas de la totalité. C'est la réalité. C'est la réalité. Non, pas la Ben, nous, quasi-totalité. par exemple, C'est pas la réalité. Non, c'est pas la réalité. non, Non, s'il vous plaît, papier, non, oui. c'est posé la question. Je pose la Bien question. sûr. Quand vous dites la presse, bon, les médias... Oui, on fait partie de la quasi, presse nos aussi. médias, Quasi, presse papier. c'est presque. Si vous prenez 10 médias et qu'il y en a 9 qui sont affiliés, ça veut dire que la quasi-totalité des médias sont affiliés à des partis politiques, même s'il y a des médias privés. Mais très souvent, quand on regarde aussi le montage capitalistique, on voit bien qu'il y a des connexions. Donc, Bon. je veux dire, ça n'empêche pas des journalistes de travailler. L'autre problème, je vais juste terminer là-dessus, c'est que les journalistes eux-mêmes, parfois, n'ont pas envie de liberté. Excusez-moi, je me rappelle des années sous Laurent Gbagbo, mais la RTI, parfois, on ne lui demandait rien. Elle se croyait obligée de censurer, par exemple, les meetings de l'opposition. Mais on ne travaille pas comme ça. C'est un métier, c'est quasiment un sacerdoce. Quand vous décidez d'être journaliste, c'est-à-dire que vous êtes au service de la communauté et vous devez ouvrir l'antenne à toutes les sensibilités. Voilà. Très souvent, les gouvernants ne demandent rien aux journalistes des médias d'État, mais ce sont eux-mêmes qui font de l'autocensure, ce qui est très grave. Donc la principale entrave, c'est moins les pressions des gouvernements que le refus des journalistes de travail. Quand ça se produisait, est-ce que justement le gouvernement ramenait ces médias à l'ordre pour leur dire on ne vous a rien demandé? Ou bien tant que vous faites notre politique, tant mieux, on est content. Oui, je pense que c'était un silence poli, mais nous autres qui avons quand même fait ce métier, on voyait bien qu'il y avait une difficulté. Moi, j'estime que seule la pluralité du traitement de l'information peut permettre à une démocratie de grandir, de se construire. Ce n'est pas en empêchant l'opposition ou des partis adverses du parti au pouvoir d'avoir accès aux médias qu'on avancera. Mais parce moi, que, je suis un peu On a surpris quand vous progressé dites quand ça. même depuis, hein. Vous convenez avec moi? Où ça? On a progressé depuis cette étape-là. Je pense qu'on a encore des progrès à faire, mais comme je l'ai dit, c'est l'accès à l'information, le refus systématique de ceux qui détiennent l'information, qu'ils soient dans l'opposition ou proches du pouvoir, de permettre aux journalistes de faire leur travail. Très bien. Demain, prenez une caméra, allez-y, demandez par exemple comment est financé le PPACI. Très peu de personnes vous parleront. Vous faites la même chose au RHDP ou au PDCI. Je ne pense pas que vous trouverez quelqu'un qui pourra vous faire de confidences. Donc c'est un Moi, problème je pour pars du travailler. principe Très bien. qu'aujourd'hui, que le parti au pouvoir, les opposants décident de ne pas parler à la presse locale, c'est leur droit le plus absolu. Ce n'est pas t'empêcher de faire ton travail. C'est à toi, en tant que journaliste, de faire tout pour qu'ils te parlent. Donc, Faire tout, ça veut dire comment vous faites tout quand les gens n'ont pas d'essayer envie de par tous parler? les moyens pour Mais qu'ils quand te vous n'avez parlent. pas accès aux sources. Mais si c'est on la me question permet, parce que je vais dire, Oui. si moi je suis un homme politique, que je décide de dire, bon, j'ai pas envie de parler dans ton média, c'est mon droit. D'accord, mais Voilà, quand vous dites qu'il faut que je fasse tout, je fais tout. Oui, mais tu utilises tous les moyens si C'est-à-dire, tu veux ruser, je te si tu veux. kidnappe, Non, pas kidnapper quand comment- même. Quand je dis faire tout, c'est d'utiliser. Non, Brice, je pense qu'on se comprend assez bien. Je veux dire, c'est Non, mais d'utiliser tu les ne peux pas moyens. inventer de Ouais, l'information mais si tu justement, n'as pas accès à mais est-ce que le fait l'information. que je décide de ne pas te parler, ça fait cette c'est une situation qui est enfreinte à ta déplorée. liberté d'expression? Non, pas du tout. Voilà, donc ne disons pas que le déplore fait cette que. situation, Ne ce disons manque pas. d'accès à Non, ne l'information. disons pas alors que le fait que quelqu'un décide de ne pas te parler, c'est une entrave à la liberté d'expression. Ça, c'était mon premier point. Le deuxième point, quand il parlait de financement des médias, ce n'est pas inhérent à la Côte d'Ivoire. Même dans les grandes démocraties, comment on appelle ça, il y a une partie du budget qui est allouée à la Mais dans presse. son point, Ce il qui n'a est pas dit que normal c'était parce qu'il inhérent à la n'y a Côte d'Ivoire rien de plus uniquement. important Ce n'est pas parler pour une que de la Côte démocratie d'Ivoire. qu'un électorat
bien informer. Et pour bien informer les gens, il faut avoir des fonds. Très Ça bien. aussi, c'est très Alain, important. je vous permettrai de répondre à ça. On a 2 minutes avant de passer au prochain sujet. Élisée, vous, allez-y. Ok, d'accord. Moi, je pense que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Daouda, le fait qu'on dise que c'est le droit de quelqu'un de ne pas vouloir parler à un tel média ou pas. Non, il y a un devoir d'information. C'est important. Il y a une redevabilité. Et le chef de l'État même ne le manque même pas de le dire. Il a dit à plusieurs fois à ses ministres, le Premier ministre l'a répété au ministre, il y a le devoir de redevabilité. Quand on est en face des citoyens dont on est censé gérer la gouvernance au quotidien, on a ce devoir de redevabilité. Et le devoir de redevabilité, c'est quoi? C'est de donner l'information, de dire ce qu'on fait au quotidien, de dire comment est-ce qu'on compte apporter les solutions pour les populations. Donc ça, c'est une obligation. C'est justement, je finis, c'est justement Non, mais pourquoi... vous disiez tout à l'heure qu'ils ne sont pas obligés. C'est justement Oui, mais c'est le pourquoi... droit. C'est justement pourquoi... Non, c'est pas leur droit, C'est justement justement. pourquoi... C'est ce qu'il est en train de dire. C'est justement pourquoi le gouvernement même a poursuivi pour aller mettre sur place ce qu'on appelle la KIDP. La KIDP, la commission qui donne accès à toutes sortes d'informations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, en tant qu'un citoyen, tu peux te rapprocher d'une structure pour avoir des informations. Si elle le refuse, tu saisis la KIDP. Mais donc, il n'y a pas d'entrave. Donc, on est d'accord. Non, mais non, ça fait 2 sujets. Le premier sujet, Il y a vous pas disiez... d'entrave. Mais tu Le me laisses premier finir, sujet, ou bien, vous disiez, Daouda, tu Daouda... permets qu'on finisse. Voilà, parce qu'après, vous allez dire que c'est à vous qu'on retire la parole. Voilà. On Après, résume. vous allez trouver qu'on vous coupe la parole. Voilà. Mais laissez les gens développer aussi qu'ils sont en train de parler. Voilà, donc c'est pourquoi le gouvernement a mis sur place ce qu'on a appelé la KIDP. Justement pour permettre aux uns et aux autres d'avoir accès à l'information. Maintenant, sur la question du financement, comme Alain le disait, moi je pense que le financement, le fait que le gouvernement décide d'apporter une partie du budget, une partie de la manne financière au développement de la presse ou à la presse, pour moi, ça n'a rien d'entrave en fait à la démocratie ou bien au développement. Non, le problème, pour moi, il est tout simple. Aujourd'hui, je pense qu'il est important de le reconnaître. Les pouvoirs publics ont fait des efforts pour essayer plus ou moins de rendre effective la question de la liberté de la presse. Maintenant, il suffit à nous, les journalistes, de nous l'approprier, comme Alain le disait, pour aller véritablement faire notre travail. Il ne faut pas que nous-mêmes, on s'auto-censure sur certaines choses, alors qu'il y a cette possibilité-là d'avoir l'information. Donc, vraiment, c'est ce que je voulais ajouter. Alors, je vous laisse le temps de préciser 30 secondes de votre pensée. Élysée a tout dit. Hein. Ok. Voilà, tout dépend des journalistes. Voilà. Ouais, mais quand même, le pouvoir public a le droit de parler à qui? Daouda, surtout vous ne parlez pas. Toujours Daouda. Ben oui, mais parce que vous êtes le seul. D'accord, je ne vais plus parler. Bon, allez, tant mieux. C'est vous qui avez décidé. Je vais voir combien de temps vous allez tenir. Non, je parle plus, Brice. Je vais voir combien de temps vous allez tenir, Daouda. Justement, politique nationale, on va évoquer, je ne sais pas si ce n'est pas une première en Côte d'Ivoire, ce partenariat entre le RHDP et le FPI, donc signature d'un accord résultant de plusieurs séances de travail entre les 2 formations politiques que je vous ai évoquées, le RHDP et le FPI. Ça a duré 45 secondes. Vous avez parlé. Non, je t'aide, parce que tu étais un peu perdu dans tes idées. Je cherchais le moment. Alors, Daouda, on parle de partenariat entre le RHDP. Vous êtes allé très très loin pour regarder. Qu'est-ce que ça veut dire, un partenariat entre 2 partis politiques? Non, mais il ne faut pas se leurrer la face. Puisque, comme on le sait, il y a eu plusieurs mois de discussions. Finalement, on veut dire l'alliance entre le FPI et le RHDP, c'est officiel. Ils ont signé un partenariat d'accord. C'était hier. Et franchement, moi, quand on entend partenariat, il ne faut pas se leurrer, se voir la face. C'est une alliance qu'ils mettent en place. Non, mais ils disent que ce n'est pas une alliance. Oui, mais alliance, parce qu'à la vérité, quand on pousse la réflexion pour aller un peu loin, généralement, alliance, ça fait par allusion à une fusion et autres. Non, ils disent, bon, on est partenaires dans le cadre de la réconciliation, de la cohésion sociale, parce qu'il y a certains partis qui sont restés bloqués encore en 2010, qui sont dans une utopique, ou bien un utopique match-retour. Donc, on ne veut pas de match-retour, donc nous, on veut aller de l'avant. Donc, on va faire un partenariat pour ça, pour le bonheur des Ivoiriens, pour l'intérêt commun. C'est leur alliance, c'est leur partenariat. Très bien. Et un partenariat, c'est une alliance aussi. Votre point de vue sur la question, Alain? Non, je pense que déjà, c'est la victoire des 2 personnalités d'ailleurs qui sont à l'écran, le président Ouattara et Pascal Affi-N'Guessan, qui étaient antagonistes quand même il y a un peu plus de 2 ans, en octobre 2020, au moment de la présidentielle. Et c'était un affrontement très, très violent quand même, puisque l'un portait un projet de renverser le gouvernement à travers le CNT et l'autre l'a fait arrêter pour le jeter en prison. Et après, il a remis en liberté. Et puis, bon, il y a ce retournement de situation qui est extraordinaire et qui est favorable à la Côte d'Ivoire. Moi, j'estime que ce chemin est un chemin normal. Dès lors que M. Affi se reconnaît en la politique du président Ouattara, il a toute la liberté d'adhérer. Et le RHDP, c'est quand même le parti qui reste le plus longtemps au pouvoir depuis Oufouette, depuis le PDCI. C'est 13 années de pouvoir. Quand le PDCI en comptabilise 33,
je crois, ou non, quasiment 39, non? Le 39. Voilà, 39. 33 Donc, avec Oufoué et puis voilà, 600 donc le Oufoué. tiers des années passées, bon, j'espère que le président Ouattara ne va pas non plus faire 39 années au pouvoir, mais déjà, du point de vue de la construction de la paix, de la cohésion sociale, ils l'ont dit, je pense que c'est vraiment une belle avancée, mais il y a d'autres développements dont on parlera. Élisée, j'ai une question pour vous. À 400 mètres, ça sent en plein nez, hein, l'alliance avec le RHDP. On a un peu l'impression qu'on nous sort une forme de terminologie. On est en discussion, après on a été en échange, là on est en habitué à ça, des partenariat. hommes politiques. Pourquoi on ne va pas frontalement sur une alliance? Ben, moi, je pense que Parce que tout porte à croire sans avoir qu'on est la en train de prétention, partir. sans avoir la prétention de dire que je suis dans le secret des dieux, parce que ce n'est pas le cas, effectivement. Moi, je pense que certainement que tout ce qui se passe, c'est l'exécution, pour moi, d'un chronogramme. Pour moi, c'est l'exécution d'un chronogramme. Probablement passer par l'étape déjà de ce qu'on appelle le partenariat, et puis après tomber effectivement peut-être dans l'alliance, et pourquoi pas peut-être dans la fusion plus tard. Ça, vraiment, je veux être... voilà, je veux être dans la fiction. Okay. Voilà. Mais je pense que, comme je le dis, pour moi, c'est la poursuite, ou du moins la réalisation d'un chronogramme. Mais quoi qu'il en soit, je crois que ce n'est pas quelque chose qui surprend les Ivoiriens, hein, parce qu'il y a quand même quelques mois de cela, le président Pascal Affi N'Guessan, de sa propre bouche même, ne l'avait pas écarté, avait même dit qu'il était prêt à toutes ces alliances qui pouvaient d'une manière ou d'une autre permettre de réaliser le projet qu'il portait. Donc ça, ce n'est pas vraiment une surprise en tant que telle. Mais je crois que si aujourd'hui on parle de partenariat et pas d'alliance, c'est parce que pour moi, il y a encore des éléments ou des points qui nécessitent une certaine clarification ou un certain accord des différentes parties. Ce qui n'est peut-être pas le cas à présent. On attend juste on y arrive pour pouvoir parler d'alliance de façon formelle, de façon comme on le sait si bien. Je crois que ça doit être certainement dans cette optique-là. Mais toujours est-il que, comme je le dis, pour celui qui suit l'actualité ivoirienne, ce n'est vraiment pas une surprise aujourd'hui de voir le FPI et le RHDP faire pratiquement chemin ensemble. Madame Bleu. Moi, j'ai surtout l'impression que entre les deux parties, il y a une partie qui pense que c'est un partenariat et il y a une autre qui a déjà anticipé et qui sait que forcément, ça sera certainement c'est le prélude à une fusion. Juste pour taquiner un peu. Non, j'essaie d'humer l'air et de la politique fiction. Connaissant les hommes politiques de notre pays et au regard de toutes les alliances qu'il y a eu entre les différents partis politiques, même si c'est une première que ce soit qu'un parti au pouvoir, que le parti au pouvoir fasse un partenariat avec un parti d'opposition, mais et les Ivoiriens sont habitués à ce type d'alliance, et je vais utiliser le mot alliance parce que pour moi c'est une alliance de toute façon, parce que quand on se met ensemble pour des joutes, pour des combats futurs, dans le but de les gagner, même si parmi nous il y a un qui a beaucoup plus de poids que l'autre, l'objectif final c'est de pouvoir conquérir des votes. Pour l'instant, ça s'appelle un partenariat. Voilà, pour l'instant, ça s'appelle un partenariat, mais au regard de la si longue lettre, je mets ça comme une lettre, c'est un communiqué, pour justifier ce partenariat, qui pour moi n'en est pas un, parce que je considère que c'est le prélude à peut-être, pourquoi pas, une alliance et une fusion. Au regard de la si longue lettre qui a fait revenir les mots de réconciliation nationale, de renouveau, de ne pas tenir compte des apparences, parce que les apparences sont trompeuses, comme c'est marqué dans le cas. Pour moi, ce sont des hommes politiques, et au-delà de tout, en politique, il n'y a pas que des gens, mais il y a aussi surtout des idéaux. Et je pense que leurs idéaux, que ce soit le FPI, que ce soit le RHDP, se mettre à l'unisson pour ces régionales et pour ces municipales, dans le but certainement d'arriver, pourquoi pas, à une fusion. Alain ? Ben justement, je pense qu'Edith a bien résumé l'objet de cette alliance. Moi, je préfère utiliser le terme alliance. Dites partenariat. Partenariat, ils se sont donné un mal fou. Pour moi, c'est utilisé un peu comme un cache-sexe. La réalité, c'est comme on dit, c'est une alliance, mais qui résulte de la lucidité des deux dirigeants. Parce qu'en 2015, Pascal Affi N'Guessan, qui sort de prison, recueille à la présidentielle près de 9,5% des voix. Et il ne faut pas oublier qu'une présidentielle se gagne sur des alliances, sur des partenariats. Et le président Ouattara, qui dispose certainement des études des services de renseignement ou des études des instituts de sondage, c'est exactement aujourd'hui le rapport de force. Il aura besoin d'une force d'appoint dans la perspective de 2025. Donc, ce n'est pas juste de la paperasse. J'ai vu des parapheurs là, avec chaque responsable. Ce n'est pas juste de la paperasse qui est signée. C'est une action stratégique et tactique en prévision
de 2023 et 2025. Parce que 2023, on va compter le nombre de voix recueillies par les uns et les autres pour voir exactement le type d'ajustement qu'il faut faire. Et puis pour 2025, je pense que Pascal Affi-N'Guessan, certainement, jouera un rôle important dans le dispositif de campagne du président Ouattara. Pour rejoindre Élysée, certainement vous dites que cette élection de 2023-là servira de tamis pour savoir comment orienter le poids politique. Voilà, la prochaine étape des démarches. On termine là-dessus, Daouda? Oui, l'idée pour moi, c'est qu'aujourd'hui, il faut aussi saluer en fait la grandeur d'esprit d'Affi-N'Guessan. Parce que quand on sait qu'après, en griffe, le chimérique CNT qu'ils ont essayé de mettre en place, qui n'a pas marché. Mais finalement, il est le seul cadre qui est allé en prison pendant 2 mois. C'était la première fois qu'on a vu les cheveux grisonnants. Parce que moi, je n'avais jamais vu Affi en cheveux grisonnants. J'ai été surpris. Il a fait de la prison, il est revenu. Il utilise des produits de teinture? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est non, mais je n'ai pas fait le CNT. Non, je sais, mais je ne parle pas de toi. Il y a encore du noir dedans. Mais pour dire qu'ils se mettent au-dessus de tout ça pour aller dans une alliance avec une personne qui vous a mis en prison, tout et tout, je dis c'est faire preuve d'une grandeur d'esprit et mettre l'intérêt ou peut-être l'intérêt public au-dessus des intérêts personnels. Parce que au-delà de tout, au-delà de ce, est-ce que je peux finir? Est-ce que moi je peux finir ça? Merci. Pour dire simplement que au-delà de tout ce qu'on pourra dire dans ce partenariat, au moins il dit mettre l'intérêt national au détriment de l'intérêt personnel. C'est de ça que je parle. Voilà. Pas le contraire. Alors, nous, ce qu'on voulait dire, juste, vous parlez de grandeur d'esprit, mais je veux dire, il faut être aussi fin stratège. Voilà, il faut parce que oui, mais au-delà de... Mais c'est tout ce que... Maintenant, vous avez fini de dire ce que vous avez envie de dire. Dès l'entame de mon propos... Non, mais please, non, tu ne peux pas me couper comme ça, parce que dès l'entame de mon propos, j'ai dit, au-delà de ça, il faut reconnaître que l'homme a une grandeur d'esprit. Il faut qu'on écoute. Mais nous, on rajoute ce qu'on dit. Oui, mais il faut qu'on s'écoute pour ne pas penser qu'on a dit autre chose. Non, pas du tout. Les gens sont intelligents, ceux qui nous regardent. Tu n'as pas écouté. Il faut... Allez-y, je vous écoute. D'accord, moi, je pourrais peut-être reprendre cette phrase au-delà de tout ce qu'on a bien pu dire ici, avec lesquels je suis d'avis. Je pense que ça nous amène vers une réalité. C'est qu'en politique, rien n'est vraiment irréversible, en fait. Parce que quand je me projette, ou du moins quand je repars 10 ans en arrière ou 11 ans en arrière, j'écoute encore le président Pascal Affi-N'Guessan à la place de la République et que je vois cette image aujourd'hui avec des signatures paraphées de lui, je me dis que la politique, c'est vraiment quelque chose d'assez dynamique. Oui, rien n'est vraiment irréversible. Rien n'est vraiment... Il a été un tout petit peu, vous me direz si j'ai raison ou pas. Il a été en prison, du mal aimé du CNT. Et Brice, si tu me permets, j'adore prononcer cette phrase. La politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Feu, follow go. Exactement. Non, il faut le préciser. Tout le monde le sait. Non, mais il fallait le citer. C'est bien pour la postérité. Pour la postérité. Bah oui, en tout cas, on regarde ce partenariat et puis Élysée l'a dit. Il va... Les cheveux grisonnants. Oui. Il va évoluer certainement. Voilà, il va évoluer certainement. Mais je ne sais pas, je disais tout à l'heure, de mémoire d'observateur, vous avez déjà entendu l'utilisation de ce mot partenariat-là dans un accord particulier? Mais partenariat, alliance, c'est pratiquement la même chose. En général, c'est le monde du business. C'est ça, exactement. Surtout. En politique, c'est plutôt alliance. Voilà. OK. Partenariat, c'est la première fois. Mais parce que dernièrement, la dernière alliance qu'il devait avoir, c'était entre l'UDPCI de Mabri Touakeuse et le RAGP. Mais finalement, si vous vous rappelez, le président lui avait rappelé qu'il n'y a pas d'alliance entre l'UDPCI et le RAGP. D'autant plus que l'UDPCI était à la base de la création, donc ils devaient être tous ensemble. Donc sûrement que s'appuyant sur ce fait-là, dit partenariat, pour ne pas qu'il y ait, comme tu l'as dit, fusion. Mais je pense qu'on joue Pourquoi sur les mots, parce que l'alliance, c'est l'union de deux forces. Le partenariat, c'est la décision de deux forces de se mettre ensemble pour en vue d'un projet commun. Mais je pense et la coalition même, c'est l'assemblement de plusieurs forces. C'est ça, pour moi, c'est du par eux-mêmes. Notre invité, M. Kone Boubacar, il est sénateur directeur exécutif du réseau pour la promotion du civisme en Côte d'Ivoire. Pardon, Cocody Cocody. Oui, on évoquera le point Cocody avec les indépendants, les nouveaux indépendants, les indépendants dévoilés, les indépendants qui se sont exprimés. Alain, il tient. Oui, c'est important. On va y aller. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie de Daouda Coulibaly, d'Élysée Boloubeu, de Mme Édith Dubreuil et de M. Alain Toussaint. En tout cas, mes chroniqueurs sont autour de moi, autour de cette table, bien avant de recevoir sur notre plateau M. Kone Boubacar. Nous allons évoquer, on en parlait hier, à l'ordre des candidatures indépendantes, une qui fait parler d'elle, c'est la candidature de Mme Yasmine Aounien, qui a annoncé donc sa candidature pour la prochaine élection municipale. On sait qu'elle fait partie qu'elle est du PDCI. Et cette candidature indépendante a un peu surpris.
Oui, totalement, parce que bon, on connaît le président Bédier et le point d'honneur qu'il met à la discipline du parti, et surtout le fait que le maire sortant, donc qui est un maire PDCI, a quand même, au regard de sa gouvernance, réussi à quand même maintenir cette position. Et voir qu'au niveau de cette décision, elle prend l'initiative de se présenter en indépendante à l'encontre donc de la décision du parti, ça montre qu'il y a de l'eau dans le gaz. Et voilà, ça ouvre en fait toutes les possibilités, parce que mine de rien, ça montre une sorte de désunion au sein même du parti, alors qu'en face d'eux, il y a Éric Tabat du RHDP qui, depuis déjà quelques mois, est déjà très actif sur le terrain pour conquérir le cœur des habitants de Cocody. Si mes souvenirs sont bons, il y avait même une forme de charte qui disait au PDCI, si vous n'êtes pas, choisi en tant que candidat du parti, vous ne deviez pas vous proposer un indépendant. Mais pour Mme Mounier, ce n'est que de la littérature, certainement. Bon, moi, Quelles sont les conséquences? Quelles peuvent être les conséquences, vous me direz ça sur le plateau, de cette décision de Mme Mounier? Déjà, moi, je comprends son choix de se porter à la candidature de l'élection municipale à Cocody. Pourquoi? C'est légitime, Okay. Et c'est son droit le plus absolu de se présenter en tant que candidate. Par contre, moi, ce que je trouve un peu gauche de sa part, c'est d'abord d'aller demander le parrainage d'un parti politique. Et finalement, quand on n'a pas ce parrainage, venir sur la place publique dire, malgré que je n'ai pas le parrainage, je vais me présenter en candidat indépendant, malgré le fait même que tu aies signé plus ou moins cette charte. Tu parlais de conséquences tout à l'heure. Techniquement, je me dis, est-ce que Mme Yasmine Aounye a une grande vision politique, ou bien ceux qui la conseillent, est-ce qu'ils l'ont bien conseillé? Quand on sait que cette année est une année charnière qui fait le lit de 2025, donc finalement, tous les partis politiques sont en train de compétir pour atteindre 2025. Donc finalement, quand tu décides d'être candidat indépendant, c'est faire le lit de ceux qui sont opposants à toi dans cette commune, dans la mesure où vous allez avoir les mêmes électeurs comment on appelle ça, au PDCI. Mais je vais plus loin. Il faut mener une analyse simple. Je pense que là, ce que Yasmine Aounye ne prend pas en compte, c'est que pour la première fois qu'elle était candidate indépendante à Cocody, en ce moment, on avait un PPACI qui n'était pas bien structuré, qui avait un simple EDS, on avait un FPI qui n'était pas assez structuré, tous les partis n'étaient pas vraiment structurés. Donc finalement, ce sont les partis d'opposition, puisque en son temps, pour ceux qui se rappellent, elle avait pour colistier Koukounion, qui était de l'EDS. Mais aujourd'hui, tous ces partis sont formés. Qu'est-ce que tu fais? Donc finalement, le PDCI part handicapé à Cocody. Je veux dire, pour moi, c'est un manque de vision politique. Il dit, je votre point de vue sur la question, avec toujours une question pour chacun d'entre vous. Que vaut, en termes de poids, aujourd'hui, Yasmine Aounye, on parle du fait que lorsqu'elle quitte le PDCI, cela pourrait diviser le parti. Qu'est-ce qu'elle vaut concrètement? Bon, déjà, Yasmine Aounye, il est important de le rappeler, hein, députée de Cocody. Donc déjà, elle a pour elle, je dis ce vécu-là, le fait d'avoir été déjà élue pour être la représentante de la commune au sein de l'hémicycle. Donc déjà, ça veut dire qu'elle a quand même une base, elle a quand même des gens qui la soutiennent, qui sont dans la commune de Cocody. Mais en même temps aussi, il y a certaines raisons qui ont été évoquées par mes prédécesseurs qu'il faut prendre aussi en compte. Déjà, le fait qu'une élection législative avec la possibilité d'avoir un doublon de postes, en fait, c'est-à-dire 2 postes, et puis on a l'appui d'un groupement politique aussi qui, entre-temps aussi, avait besoin de se faire entendre. Ce n'est pas forcément la même chose quand on se retrouve dans une arène où on est toute seule. Ce n'est pas forcément les mêmes choses. Et aujourd'hui, le risque en fait, que fait courir la candidature de Yasmine Aounye, c'est vraiment d'hypothéquer même la possibilité pour le PDCI de garder cette commune, en fait. C'est ça un peu mon inquiétude. Parce qu'au sein de la famille du PDCI, elle a beaucoup d'adeptes. On se rappelle de cette marée verte qu'elle avait lancée et qui avait jusque-là, depuis un certain moment, suscité quelques frictions même au sein du parti, qui aujourd'hui encore est présente. Ça veut dire que les membres qui animent cette structure-là sont encore présents, sont sur Cocody. Donc j'imagine que le risque de cette candidature-là, c'est que le PDCI finalement se retrouve ses voix émiettées, séparées, divisées, et ce qui va certainement faire le lit et la roue libre pour le candidat du RHDP probablement, Alain, ou d'un autre candidat. Alain, pour vous, la question, hein, en plus de votre point de vue sur cette annonce de candidature indépendante de Yasmine Aounye, c'est quelles conséquences cette décision-là aura sur sa présence dans le parti? Que fait-on de Yasmine Aounye assez rebelle dans ce parti-là, finalement? Oui, c'est très bien, c'est très pertinent comme question. D'abord,
sortir 2-3 idées matricielles de l'acte qu'elle a posé en rapport avec ses concurrents, parce qu'on a des candidats à Cocody qui ne se ressemblent pas. Eric Tabar, Yasmina Onyen et les représentants du PPACI qui ont des parcours totalement différents. Maintenant, Yasmina Onyen, je pense qu'elle se base sur un héritage patronymique, Onyen, qui était le chef du protocole de Houphouët-Boigny, tout comme le maire de Cocody, Jean-Marc Yassé, un des neveux, petit-fils de Philippe Yassé. Maintenant, à côté, il y a ce qu'évoque votre question, la dynamique des partis. Parce que si ça se passe bien, ce sera un désaveu cinglant pour le PDCI. Et si ça se passe mal, elle devra choisir, voilà, pour le futur. Parce que la vraie menace que fait peser sa candidature, elle est relative en fait à la place des indépendants. C'est-à-dire, ça sera fini des partis politiques. Ce qui veut dire que si on gagne une élection locale majeure comme à Cocody, alors tout candidat indépendant pourra espérer même aller à la présidentielle, etc., ce qui peut quelque part aussi déstabiliser les partis politiques parce qu'il faut de l'argent, il faut de la notoriété, etc. Maintenant, l'image qu'elle donne aussi, et vous l'avez dit, vous avez prononcé le mot rebelle, c'est une personnalité qui en fait un peu trop à sa tête. Ouais. Parce qu'à chaque séquence électorale, il y a un épisode, Yasmina, la discipline de parti, alors que c'est quelque chose de très très important au PDCI, est totalement violée. Voilà, elle préfère partir seule, suivre son chemin, plutôt que de se plier à la discipline du parti. Alors qu'elle a été, ou qu'elle est encore députée, et beaucoup d'électeurs d'ailleurs s'interrogent sur ce qu'elle a fait des mandats qu'elle a obtenus. Les initiatives, on sait tout au plus que pour la législature en cours ou passée, elle a été la promotrice d'un projet de révalorisation des indemnités des députés. Donc je ne pense pas que cela soit de nature à imprégner l'esprit des électeurs au point de lui accorder un mandat pour être maire. Donc ce sera une opération extrêmement difficile. On ne dit pas qu'elle ne gagnera pas ou qu'elle n'a pas de chance, mais il faudra qu'elle aille chercher les voix. Parce que effectivement, le RHDP est venu, incarné par Eric Tabar, qui est un enfant de Cocody, voilà, valdoyen. Ce sont des jeunes qui ont incarné avec leur famille, il y a quelques décennies, la bourgeoisie ivoirienne telle que la voulait Houphouët-Boigny. Donc lui, il est sur son territoire. Les autres sont venus d'ailleurs, excusez-moi. Donc il y a ce combat-là qui va être mené. Il faudra qu'elle aille chercher ses voix. Je ne sais pas où, quelles sont ses réserves de voix. Il ne faut pas sous-estimer Yasmina Onyen. C'est vrai que le fait qu'elle parte en indépendante, c'est comme si les voix s'émiettaient. Mais mine de rien, c'est une candidate redoutable qui a une base importante au niveau de Cocody depuis de nombreuses années. Elle a gagné les élections législatives dans cette commune. Avec EDS. Oui, on est d'accord avec EDS, mais c'est quand même une candidate redoutable, même si derrière, on lui prête ce côté rebelle, mais peut-être que c'est sa force. Peut-être que finalement, elle ne se sent plus à l'aise dans ce parti qui ne l'écoute pas, finalement, qu'elle est en train de tracer elle-même son chemin. Tu disais hier que les femmes doivent aller chercher leur place. Et donc, certainement elle va trouver sa place. Voilà, mais tout simplement. Il faut prendre en compte aussi le contexte politique et la réalité politique du moment. Et tu citais Fologo tout à l'heure, c'est ça aussi la réalité. PPACI est formé, RAGP est formé, le FPI est formé, tout le monde est en place. Finalement, qui va faire le partenariat, si on veut, pour parler comme le FPI, avec elle? En tout cas, moi, je suis contente parce qu'on aura une très belle affiche, un très beau scrutin, avec une bataille qui s'annonce épique pour Cocody. Très bien. Merci. Ça va chauffer. Merci à tous pour le sujet. On va recevoir à présent notre invité, M. Boubacar Koné. Je rappelle, vous êtes sénateur, directeur exécutif du réseau pour la promotion du civisme en Côte d'Ivoire. Je vais citer M. Boubacar Koné qui nous rejoint sur le plateau du Grand Talk. Merci d'être présent. Bonsoir, M. Koné. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur notre plateau. Avec vous, on parlait de civisme. Je vais commencer par une question toute simple. Avez-vous l'impression aujourd'hui que la notion de civisme dans le cœur des Ivoiriens, l'Ivoirien met un point d'honneur au civisme, selon vous? Non, selon moi, l'Ivoirien ne met pas un point d'honneur au civisme avec tout ce que nous voyons dans les rues, dans les bureaux, le comportement des uns et des autres. Nous voyons qu'il y a un véritable problème. Voilà. Alors peut-être que
c'est la notion elle-même. Parce que quand quelqu'un pose un acte, dans sa tête, il ne sait peut-être pas qu'il est en train de fouler au pied cette notion de civisme-là. Comment on la définit finalement, la notion de civisme pour les uns et les autres? Vous parlez des bureaux face à la police. Comment on la définirait? Ben, le civisme, d'abord, et pour définition, c'est le respect des règles, des règlements qu'une société, une association se donne ou se pose. Lorsque vous êtes dans une association et que vous vous posez des règles, il faut pouvoir les respecter. Et certaines personnes peuvent ne pas maîtriser la définition, mais au moins, s'ils sont dans une société, ils doivent savoir comment la société fonctionne. Et donc, ça peut être une société traditionnelle, il y a des règles. Et même dans nos villages, ça a existé. Le respect, quand vous allez dans des communautés. Moi, par exemple, dans ma communauté, où le respect des vieilles personnes, c'est connu. Mais si des personnes qui sont dans cette communauté décident d'être dans cette communauté, ne respectent pas, et on parle d'incivisme. Donc, certains le savent, mais d'autres ne le savent pas. Et donc, il faut la communication pour que les uns et les autres le comprennent. On va en parler, je vous promets. Élisée Bolougou. Pour apporter les meilleurs remèdes, il faut poser le bon diagnostic. Aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qui justifie ou qu'est-ce qui explique que la Côte d'Ivoire, comme vous l'avez si bien dit, la notion de civisme ne soit pas au cœur des priorités et que ça n'existe réellement pratiquement pas dans la société? Ben, moi, je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a ça une amélioration, mais si en Côte d'Ivoire le problème se pose, c'est que véritablement l'information n'est pas passée ou l'information est mal passée. Parce que le civisme, ce sont des actions qu'une société se pose. Et même, je l'ai dit, ça peut être dans une équipe de football, ça peut être dans un village, ça peut être dans une communauté. Mais l'État est chargé de faire la promotion de tout ce qui est action civique. Et il y a des personnalités qui sont chargées de suivre ces actes. Mais si cela n'est pas fait, la population est sous-informée. Et donc, il y a des actions souvent qui sont posées et que les populations ne savent pas véritablement qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Moi, la question que je pose est simple. Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un contexte où c'est un peu le poisson qui pourrit par la tête? Quand on voit des décideurs, des honorables députés gifler des policiers dans la rue, est-ce que finalement, la population ne copie pas sur ces personnes qui sont censées nous diriger? Effectivement, et c'est le problème de modèle. Parce qu'il faut des modèles. Dans toute action, il faut des modèles. Mais malheureusement, ceux qui devraient être des modèles, ça me donne l'impression de dire que les vrais modèles ont presque tous disparu. Parce que les jeunes prennent l'exemple sur des personnalités. Les personnalités, souvent, sont des modèles pour les jeunes. Mais si ce sont ces personnalités qui posent ces genres d'actions, vous voyez que le côté modèle n'existe plus. Et c'est pour ça que je m'oppose lorsqu'on pense que l'incivisme, ce sont seulement les jeunes. Vous avez parlé tout à l'heure du cas du député qui a giflé un policier, mais dans plusieurs domaines, au-delà même des députés, il y a d'autres personnalités qui posent des actions qui ne sont pas des actions normales. Parce que le civisme, ce n'est pas seulement les jeunes qui refusent d'aller à l'école, qui cassent des bus, ou le chauffeur qui fait une mauvaise conduite, mais il y a l'incivisme fiscal. Donc ça veut dire que tout le monde est concerné, mais malheureusement, les modèles sur lesquels nous prenons l'exemple hier, ces modèles, ils ne sont plus nombreux. En fait, vous voulez nous expliquer que l'incivisme, c'est aussi la corruption, c'est aussi les détournements de deniers publics, c'est aussi tout ça l'incivisme. Tout ça, ça fait partie de l'incivisme. Tout ce qui va contre les règles et les lois. Parce que quand vous pouvez être un maire, vous avez des règles de fonctionnement d'une mairie. Mais si vous faites une gestion de fête, c'est de l'incivisme parce que vous n'avez pas respecté les règles que la société elle-même s'est fixées. On vous paye pour faire un travail, mais vous demandez de l'argent. Cette corruption, c'est de l'incivisme aussi. Mais vous, en tant que vénérable sénateur aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites concrètement pour qu'on puisse avoir des lois en Côte d'Ivoire, des lois même coercitives? Et puis, est-ce que vous parlez à ces modèles? Parce qu'on a parlé du fait que le poisson pourrit par la tête. Donc, vous êtes proche de ces personnes, de ces dirigeants qui sont censés veiller à notre bien-être et surtout nous montrer l'exemple en termes de gestion et de bonne gouvernance. Qu'est-ce que vous faites pour les amener également à devenir ces exemples?
Mais c'est cette sensibilisation, raison pour laquelle nous avons mis en place le REPSI, qui est le réseau pour la promotion du civisme en Côte d'Ivoire. Le REPSI a tourné, nous tournons dans toutes les villes, nous nous adressons aux formateurs, aux éducateurs, mais aux jeunes, aux personnalités. Et le REPSI s'est donné cette mission de parler, on ne peut pas parler individuellement. Peut-être un policier, un député a giflé un policier, ça c'est un fait, mais c'est plus fort que ça parce qu'il y a d'autres personnalités qui posent d'autres actions négatives. Donc moi, étant sénateur, je suis sorti de cette peau de sénateur parce que je participe à la votation des lois, je participe à ces votations de lois. Et comme il l'a dit, il y a des règles et il y a des sanctions. Ça existe. Ce n'est pas que les sanctions n'existent pas, mais malheureusement... Elles ne sont pas appliquées. Voilà, malheureusement, la mise en application qui est voilà, difficile. la mise en application est un problème. Voilà le problème de ce problème. Dans le cas, je voulais préciser, dans le cas de certains actes d'incivisme, parce qu'aujourd'hui, quand on a quelqu'un qui détourne de l'argent, bon, forcément, c'est Oui, pas ce bien qu'on a sûr, regardé. il Voilà. y a une Oui, plainte en ce et il cas, est déféré. Voilà, c'est tout. Sénateur, moi, je voudrais qu'on soit concret. Est-ce que vous pouvez considérer le fait, par exemple, que les partis ne respectent pas la loi de 2019 qui fait obligation de respecter le quota des femmes sur les listes De électorales est un acte 30% d'incivisme? minimum. Oui, c'est un acte d'incivisme pour moi. Parce que pour moi, toutes les lois que nous prenons, il faut pouvoir les respecter. C'est le non-respect des règles, des règlements qu'une société se pose, on parle d'incivisme. Donc, on demande les 30%. C'est vrai. On dit que les partis ne respectent pas, mais il faut aussi aller au niveau des femmes. Parce qu'il y a des partis, même quand on lance les candidatures, les femmes ne présentent pas de candidature. Donc, ça veut dire qu'il y a un gros problème, un travail à faire à ce niveau. Je prends par exemple, moi je suis dans la région du Haut-Sassandra, pour les candidatures aux municipales, aucune femme n'a présenté une candidature. Donc, ça veut dire qu'il faut une sensibilisation, il faut une formation des femmes pour qu'à un moment, on arrive au quota des 30%. Mais est-ce que ce travail est effectué par les partis politiques? Parce que si il n'y a pas cette mobilisation des femmes, comme vous le dites, mais derrière, ils sont censés être informés de ce manque de mobilisation. Mais pourquoi mettre en place une loi si vous savez que vous-même, vous ne faites pas ce travail de sensibilisation pour attirer ces femmes et qu'en plus, vous ne respectez pas ce quota parce qu'il est censé vous contraindre à le respecter. Mais personne n'a obligé les députés à mettre en place ce dispositif, sachant qu'ils n'avaient pas la possibilité de le faire respecter. C'est pour ça que je dis qu'il faut que les femmes même prennent aussi leurs responsabilités. Le travail se fait. Je prends par exemple le cas du Rwanda. Au Rwanda, pour qu'il y ait cette parité, le président de la République a la possibilité de faire voter, de nommer 30% des femmes. Exactement. Donc, le président vote déjà 30% des femmes et ça permet d'atteindre ce quota. Mais malheureusement, en Côte d'Ivoire, on n'a pas pris cette disposition une décision politique. pour qu'une décision politique. Je prends par exemple le cas du Sénat, où le président a la possibilité de faire nommer certains sénateurs, pendant que d'autres sont élus, 30% de sénateurs, dont 33 sénateurs sur les 99. Exactement. S'il y avait une loi qui permettait au président, avant l'élection législative, de nommer 30 ou 40 femmes à l'Assemblée nationale, on pouvait atteindre ce quota. Mais malheureusement, on n'a pas encore ce quota. Et le problème de candidature, vous voyez un peu le combat qui se passe pour être candidat, même entre les hommes. Donc, c'est dire qu'il faut déjà une sensibilisation des femmes et il faut commencer à préparer les femmes à s'engager politiquement. Alors, justement, pour notre préparation, on va évoquer le deuxième point. Vous avez parlé de l'information, mais également de la formation. C'est là qu'on s'intéresse aux jeunes, parce qu'on s'est dit, si le poisson brille par la tête, mais on peut réparer les choses avec une nouvelle génération, avec une nouvelle mentalité. Il faut préparer les choses. Et pour ajouter à ta question, qu'est-ce que les jeunes vous disent, puisque vous rencontrez les jeunes à travers le REPSI, qu'est-ce qu'ils vous disent lorsque vous les rencontrez, quand vous faites l'état des lieux? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Quelles sont leurs préoccupations? La première préoccupation des jeunes, ils n'ont pas de contact avec les autorités de leurs différents départements ou de leurs communes. Ça veut dire quoi? Que les responsables de ces communes, que ce soit les maires, des députés de certaines communes, ne s'intéressent pas à leurs préoccupations. Et quand ils adressent des courriers ou des demandes, mais ils ne sont jamais reçus
par ces personnalités. Même souvent, même juste, même pas de réponse. Même si on ne Voilà, les reçoit pas, ils mais n'ont même pas de de réponse, même pas de retour. Et moi, par exemple, quand je vais pour faire des conférences, c'est une fois sur place, certains maires font l'étonner, alors que la réunion se passe à la mairie. Donc, ça veut dire qu'il y a un véritable problème. Est-ce que ce n'est pas ce qui est aujourd'hui, le fait que les jeunes n'arrivent pas à avoir accès à ces autorités-là? Il y a une rupture et qui fait qu'aujourd'hui, tous les jeunes se tournent vers, en griffe, ce qu'on appelle influenceurs, parce que c'est eux qui sont réussis. Effectivement, il y a une rupture. Moi, j'ai parcouru 54 départements de Côte d'Ivoire parce que je construis les mâts, je fais des conférences, je donne des prix d'excellence. Je viens d'une tournée à Goïtafla, mais c'est le même message qui vient. Nous ne sommes pas écoutés par les personnalités des différentes zones. Quand on adresse un courrier, nous ne sommes pas reçus. Et donc, on est obligé d'agir. Raison pour laquelle, moi, j'interpelle souvent les autorités pour qu'au moins ils s'intéressent aux jeunes. Aujourd'hui, on constate que les jeunes sont désemparés dans beaucoup de départements parce qu'ils ne sont pas écoutés, même les élèves. Moi, je suis allé dans des zones difficiles où ces jeunes écoutent et souvent, les préfets sont étonnés que les jeunes participent aux conférences du début jusqu'à la fin, alors qu'on donnait l'impression que les jeunes ne s'intéressent à rien. Exactement. Mais ils participent. Quand je dois faire une conférence de 10 heures, les images sont là. De 10 heures à 15 heures, les jeunes restent et ils écoutent tout ce qui est formation, civisme. Et ces jeunes me rappellent. Ça veut dire que si les autorités des différentes villes s'intéressent aux jeunes, on peut éviter beaucoup de problèmes. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas de modèle parce que ces jeunes, ils ne voient pas de modèle devant eux. Et véritablement, ça nous crée des problèmes. Très bien. Monsieur Boubacar Koné, merci d'avoir été sur notre plateau. Je sais que vous menez de nombreuses actions. Là, pour la suite de votre agenda, qu'est-ce qu'on aura? Vous avez d'autres tournées? Vous avez d'autres rencontres avec des jeunes à une plus grande échelle? Oui, effectivement. Comme je l'ai dit, j'ai fait le tour, j'ai fait les conférences dans les universités d'ici, de Boaké, de Korogo, dans les établissements. Et j'ai tout un programme. Nous avons construit des mâts. Il y a 4 mâts livrés ce jour. Et même le ministre de l'Intérieur ira pour les mâts pour les drapeaux. Oui, pour les drapeaux. Je construis les mâts pour les drapeaux. Mais le programme de ces temps avant la Coupe d'Afrique, nous avons décidé de faire des conférences dans toutes les villes où il y aura la Coupe d'Afrique pour que les jeunes se mobilisent autour de cette Coupe d'Afrique. Donc le comportement, comment recevoir les autres, comment faire en sorte que les terrains soient remplis, comment éviter les violences et profiter avec des jeunes promoteurs pour qu'ils puissent aller exposer certains produits. C'est excellent, sur ces jeunes. c'est excellent ce que vous faites. Est-ce que d'autres sénateurs vont également avec vous à l'intérieur du pays? Non, mais là, c'est dans le cadre de mon ONG. Et c'est ces derniers temps, le président du Sénat a décidé de soutenir cette action, Jeannot Aoussou, parce qu'il a vu le programme. J'ai commencé l'ONG depuis que j'étais député, parce que j'ai fait 2 mandats de député, de 2011 à 2020. J'étais député et là, j'ai commencé mes tournées et la construction de ces mâts. Et j'ai fait le tour de toute la Côte d'Ivoire et j'ai vu des jeunes qui n'avaient pas de personnes qui les écoutaient. Et ces jeunes-là, ils sont véritablement engagés à rentrer dans une nouvelle dynamique en Côte d'Ivoire. Et avec le soutien du ministère aujourd'hui de la jeunesse et du service civique, qui est en train de construire des centres d'instruction civique, ça va nous permettre de diriger certains jeunes pour leur réintégration. Merci beaucoup, M. Boubacar Koné. Merci, Jean-Paul, sénateur, directeur exécutif du REPSI, le réseau pour la promotion du civisme en Côte d'Ivoire. 2 anniversaires avant de se dire au revoir. Celui de Sly, c'était hier, l'un de nos vaillants et dynamiques cadreurs. Joyeux anniversaire, cher fils. Et puis, c'est l'anniversaire aujourd'hui de Marie-Daniel. Ben, quand même, notre chère Marie-Daniel. Bravo Marie-Daniel, on te dit joyeux anniversaire. Toujours dans nos cœurs. Bon, on vous retrouve demain pour un autre numéro du Grand Talk. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, qui veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.